dans cette nouvelle vidéo. Le fond est différent de d'habitude, vous en doutez, je vais donc parler, je vais faire plutôt une grosse vidéo vous parlant donc d'une série en particulier. Donc cette vidéo, en fait, je devais la faire depuis au moins 10 mois. Je vais donc vous parler de la série Akotar. Donc je vais pas parler de la série, je vais faire, voilà, c'est un peu ce que je souhaite faire, c'est parler de 3 livres, mais de la même série d'un coup. Voilà, donc j'ai Démonica qui est actuellement en cours d'enregistrement, qui fera partie de ce format, et là je voulais faire donc Akotar. Alors, Akotar. À la base, j'ai déjà publié mon avis sur le premier tome d'Akotar dans une très vieille vidéo, voire dans les premières vidéos que j'ai faites, ce qui est en soit début janvier-février. Et à la base, Akotar, c'était une LC, une relecture donc de la chaîne donc, de Nina Quill. J'ai lu le premier tome, même si je l'ai lu un peu tard. Après, j'ai lu le deuxième, et en fait, j'ai abandonné, entre guillemets, la LC. C'est juste que, voilà, vu du rythme de lecture, de mes envies, de ce que j'arrive à faire et tout, malheureusement, j'ai dû abandonner. Disons que j'ai pas forcément les livres, donc je préfère lire. Donc, acheter toute la série d'un coup, ça fait quand même une sacrée tome, surtout qu'à ce moment-là, je sais plus si c'est le tome 3,5 ou 4, n'était pas encore paru en relié. Moi, je les avais achetés en relié parce que j'avais que le format là qui était dans mon magasin. Donc bon, bref, voilà, donc aller acheter à chaque fois le tome en question, en fait, voilà, je pouvais pas. Et surtout que malheureusement à Cotard, je peux me faire des amis, bref. Mais en fait à Cotard, j'arrive pas à avoir la hype que beaucoup de gens ont. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est un peu une série où en fait on apprécie les personnes. C'est pas une série coup de cœur ou dans le sens où on va tout de suite aimer. Peut-être que ça c'est une série où en fait où on côtoie tellement souvent les personnages en fait qu'on finit par les aimer au fur et à mesure. Voilà. Je ne sais pas si c'est une série comme ça, mais en tout cas pour le moment. C'est pas le coup de cœur favori. Et j'ai mis beaucoup de temps à vouloir faire cette vidéo. Pourquoi? Tout simplement à cause de ceci. C'est quoi ceci? Tout simplement, c'est une scène coupée qui était censée plus ou moins apparaître dans le tome 2 pour euh, fumer, je sais plus comment que c'est en français. Oh, j'ai eu un trou de mémoire en français. Et c'était en anglais, c'est 20 pages, donc c'est une nouvelle qui est totalement gratuite, on peut la retrouver, je crois que j'ai retrouvé sur le site de l'autrice. C'est totalement gratuit et en fait ça passe du point de vue de Nesta et de Cassian. Voilà. Et j'ai mis du temps parce que c'est de l'anglais, ça m'a fait su. L'anglais, voilà, j'ai beau acheter des livres en anglais, pour le moment, je le rabâche peut-être, mais ça me fait super peur. J'arrive pas encore à lire en anglais, c'est pas quelque chose auquel je suis à l'aise, donc malheureusement, voilà. Du coup, le fait de lire en anglais, ça m'a fait peur. Quand j'ai commencé en plus à vouloir me lancer, ma liseuse buguait. Enfin, buguait. En fait, c'est un PDF qu'on reçoit. J'ai fait la conversion en e-book, en e-pub, et quand je lisais, je comprenais pas, ça sautait, et malgré l'aide de mon homme, qui est très bon en anglais, il me disait que c'est bizarre là, c'est comme s'il manquait un bout de phrase en fait. Et c'est là que je me suis rendu compte que littéralement la conversion s'est mal faite avec Calibre. Et ça a littéralement niqué donc ça a complètement niqué en fait le texte, et du coup j'ai préféré l'imprimer. Voilà. Donc c'est à cause de ça que je n'ai pas pu faire la vidéo tout de suite. Et maintenant le problème c'est que le reste de la série je l'ai acheté en anglais. Voilà, je l'ai montré dans un book haul, je sais plus trop lequel. Mais je me suis acheté la série complète, je l'ai acheté d'occasion de mémoire, en anglais. Voilà, donc ça c'est les couvertures d'origine. Bientôt elles vont changer parce que j'ai acheté des couvertures chez Pandora Bookbox. J'ai les 3 premières, les 2 autres faut que je les achète et du coup je viendrai les mettre. Et voilà, donc du coup j'avais envie de vous parler de cette série. Bon. Pourquoi? Parce que bon, c'est une série que tout le monde parle. Je me suis dit faire une vidéo, faire une vidéo, vous parler de cette série bout en bout, dans le sens où voilà, quand je fais un blog maintenant qu'elles sont à thème, faire thème fantasy, je vous parle du tome 3 sans forcément essayer de bien vous reparler du tome 4, mais enfin, je sais pas, je me suis dit pour ce genre de série qui dirait qu'elles sont très appréciées, je pense que le mieux c'est en fait de poser et de vous parler par des 3 premiers tomes. Après, peut-être qu'à un moment donné, à la fin, je parlerai de la série entière. Mais voilà, plus la série elle est longue et plus c'est compliqué, surtout qu'en plus c'est une série
qui n'est pas en tome compagnon, c'est-à-dire où il y a un fil rouge parce que voilà, il y a peut-être une grande histoire en fonction du nombre de tomes ou par l'univers, et chaque couple est différent, donc on a des personnages différents, même si on peut le revoir. Ici, voilà, les 3 premiers, voire même les 3 et demi premiers, c'est du point de vue de Fer. Donc j'aurais peut-être dû lire les 3 points de vue de Fer, mais de toute façon, le tome 5 n'est pas encore paru, donc je sais pas, je crois qu'il paraîtra 2024 ou c'était 2025, j'avais vu, je crois que c'est 2025. Donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas en parler maintenant. Et puis il y a peut-être des chances que je les relise, parce que c'est en anglais, je m'entraîne en anglais, donc ça peut être toujours bien, voilà, de toujours se remettre dedans. Bref, donc je vais parler quand même de ce premier tome, mais je préfère préciser, même si c'est un vlog spécial, je les ai lus il y a longtemps. Il y a très longtemps, celui-là je l'ai lu je crois donc en janvier, hein, il y a quasiment un an, et celui-là je l'ai lu mi-mars. Voilà, donc du coup, je suis navrée, mais ça va être de vieux souvenirs, mais je préfère quand même avoir un avis, à vous donner mon avis, et bon, après voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si en commentaire, si vous êtes d'accord avec cet avis ou pas du tout, voilà, bref. Ou dites-le moi tout simplement, et c'est ce que Nina Kuhl avait dit. Ben, le problème, c'est que la traduction n'est pas forcément bien retranscrite. Par exemple, dans le tome 2, il y avait un moment très intéressant avec les échanges entre Fer et Rhysand, et il s'avère que bah, en français, c'est pas assez prononcé, c'est même un peu loupé, et non, alors que c'est bien prononcé dans le tome 2 originel. Donc bon. Du coup, je vais parler de ce premier tome à Cotard, donc Un palais d'épines de rose en anglais, ou A Court of Thorns and Roses, donc bien évidemment de Sarah J. Maas. Alors, ça a longtemps été dit que c'était une réécriture de La Belle et la Bête. Or, pour moi, ce n'est pas une réécriture, c'est une inspiration, parce qu'une réécriture, il faut retrouver des éléments du conte originel. Dans le conte originel, euh, c'est une fille qui, du coup, essaie de sauver son père d'une bête, et du coup se laisse en tant que prisonnière pour, voilà, pour du coup sauver son père, et donc elle va finir par apprécier la mauvaise bête qui elle-même est maudite à cause de son caractère. Bref. Et donc du coup, il y aura un méchant à la fin, donc vous connaissez donc Conte de la Belle et la Bête avec Gaston, qui va venir pour tuer la bête, et voilà, ça sera le vrai amour qui sauvera donc la bête. Ici déjà, je trouve que ce n'est pas du tout une vraie réécriture, pour moi c'est l'inspiration, parce que déjà, à aucun moment elle est kidnappée. Elle est pas vraiment kidnappée, elle est forcée à venir pour sauver sa famille. Mais techniquement, c'est parce qu'elle a tué quelqu'un, et c'était même un stratagème. Donc c'était un vassal de Tamlin, je crois qu'on dit. Et Tamlin, du coup, qui en fait vient et en dit globalement, tu as tué un de mes vassals, du coup, pour compenser la perte, viens chez moi. Et elle accepte. Parce que sinon, je crois, voilà. Donc du coup, même s'il y a un petit peu ce côté plus ou moins retenir de force, il n'y a pas forcément le côté on sauve quelqu'un, c'est juste dans le sens on remplace quelqu'un, on remplace un prisonnier qui est dans le conte originel. Ensuite, Tamlin est un failli de la cour du printemps. Euh, il se transforme en bête, mais en aucun cas c'est une bête qui est maudite et qui doit du coup reprendre sa forme originelle. La seule malédiction qu'il y a ici, déjà il n'y a pas de malédiction, il y a une rose, le fait que c'est la rose et qu'il y a un temps. Le temps est bien évidemment comme indirectement défini, mais il y a d'autres points. Et ici c'est plus lié en fait au masque. Il y a un bal et la méchante a maudit du coup toute la cour du printemps au moment où ils avaient des masques. Bon, un bal masqué, donc voilà. Et ça serait le seul truc qui est la malédiction. Mais ce n'est pas le fait qu'il est déjà sous forme de bête. Donc déjà, pour moi, c'est pas un vrai bon point. Et il a son caractère, mais je trouve qu'il n'a pas un mauvais caractère qui fait qu'elle va finir par casser la coquille de la bête pour apprendre et voir qu'en fait c'est quelqu'un de bien. Voilà. Du coup, j'ai pas tous ces éléments, moi, qui me font comprendre que c'est un truc que c'est une vraie lecture de la Belle et la Bête. Et surtout à la fin, où au final, la fin n'a rien à voir, sans aucun cas, un Gaston qui vient pour tuer la bête. C'est littéralement notre fer qui va aller sauver la bête, en fait. Donc du coup, je trouve que c'est plus une très forte inspiration que vraiment qu'une réécriture. Donc sur ce point, moi je préfère dire comme ça, parce qu'en aucun cas j'ai lu plusieurs réécritures, et à aucun moment j'ai retrouvé ces points. Bref. Ensuite, donc du coup, dans ce tome, nous suivons l'héroïne, hein, qui est Fer,
Et moi, le problème tout de suite que je vais dire, c'est pas que je n'aime pas faire, mais dans les tomes que j'ai lus, en fait, on nous la vend comme une guerrière qui sait se battre et qui est forte. Et en fait, je sais pas, tout le long de la lecture, moi, elle m'a paru relativement lisse. J'avais du mal à m'attacher à elle, j'aime pas trop son caractère. Et en dehors de la fin, il y a encore, pour moi, on nous fait comprendre que c'est pas une combattante. Déjà, elle chasse. Voilà, sa famille est pauvre et littéralement, le début, c'est elle va chasser. Et tu comprends qu'elle a appris à chasser parce que les autres faisaient, elle devait nourrir sa famille vu que son père était inapte, sa mère est morte. Et les deux sœurs sont pas du tout faites pour la chasse. Elle a chassé en apprenant au loin et quand elle chasse, comment dire, bah, elle chasse pas par plaisir, je sais pas comment dire ça, mais même dans le tome 2, quand elle peut chasser ou utiliser l'arc, elle aime pas ça. On nous dit qu'elle aime pas ça, donc on sent que c'est pas une combattante, j'allais dire comme Kenyatta, ça se prononce comme ça. Dans Throne of Glass, j'ai lu le premier tome, et limite je préfère pour le moment Throne of Glass à Cotard, hein, parce que déjà, Kenyatta, on nous la vend comme une combattante comme une guerrière, et elle l'est vraiment parce qu'elle a survécu à une prison, elle a encore son envie de combattre, et pendant tout le long du tournoi, bah, on nous montre qu'elle sait se battre, tandis qu'ici faire, je dirais plutôt qu'elle n'est pas une combattante, à la limite peut-être pourquoi pas, elle a un esprit combatif. À la limite, pourquoi pas, elle a peut-être un désir de montrer, de prouver ses preuves, et encore, mais en aucun cas pour moi elle est combattante. Voilà, c'est une chasseuse. Non, c'est pas une chasseuse, à aucun moment elle fait du c'est une chasseuse de primes ou quoi que ce soit, où elle va chercher quelqu'un, elle va aller chasser vraiment en mode elle sait les empreintes, ce genre de choses, elle aime le plaisir de la chasse. Après, on n'est pas obligé, je pense, aimer le plaisir de la chasse pour être une chasseuse, mais à aucun moment, moi, je me suis dit c'est une chasseuse. Elle aime chasser, elle reconnaît facilement, voilà. Du coup, je trouve qu'il y a un décalage entre ce qu'on nous vend, ce qu'on nous dit, ce qu'elle est vraiment. Et du coup, j'ai énormément de mal. Après, aussi, j'ai du mal avec un peu la romance. Euh, bah, un peu de mal, ouais, parce que je trouve, je sais pas, en fait, je sais pas pourquoi elle tombe amoureuse de Tamlin. J'ai pas réussi à ressentir quelque chose avec ce mec. Il y a quelque chose qui va pas trop, c'est pas terrible. Et puis, le fait qu'il a un amour, même si je comprends, un amour à vouloir la protéger, pour moi, il lui fait du mal. Mais enfin, voilà, le fait que. Il y a une malédiction, techniquement, dans le vrai La Belle et la Bête, elle sait qu'il plus ou moins, ou elle se finit par savoir qu'il y a une malédiction. Tandis qu'ici, il fait tout pour lui la cacher, rien pour lui faire comprendre. Je sais pas, moi il y a quelque chose qui me dérange, même si c'est vrai qu'il peut pas en parler. Bref, je sais pas, déjà j'ai pas ressenti en fait une vraie alchimie. J'ai l'impression qu'en fait elle tombe amoureuse parce que il lui procure du bien-être qu'elle n'a pas connu et donc elle en tombe amoureuse, mais pas parce que j'ai l'impression qu'elle est vraiment amoureuse de lui. Du coup, je suis en mode c'est pas terrible, terrible quoi. Après, franchement, et on s'ennuie. Et voilà, et du coup, pendant, je crois, la bonne moitié du bouquin, en fait, c'est un peu long. Même si pour une première lecture, moi, ça m'avait allé parce que je me suis dit, j'ai le temps de découvrir. On a le temps de nous expliquer quand même le monde, comment il fonctionne. Voilà, mais c'est vrai que c'était un peu long quand même, parce que si on veut nous relire, on sait comment le monde fonctionne, donc on va plus ou moins forcément de nous refaire un exposé. Et là, c'est relativement long, le temps de se mettre en marche, donc ça peut être quand même gênant. Et je trouve que l'histoire commence à devenir vraiment très intéressante, en fait, à partir du moment, alors pas que je me mélange avec les événements, euh, je crois que je me mélange pas, vraiment quand, en fait, avec les... Je sais plus si c'est le tome 2 ça, ah, j'ai un trou de mémoire maintenant. Quand il y a un peu ce... Ah, je crois que c'est le tome 2 ça. Oui, c'est le tome 2 j'ai rien dit. Je sais qu'il y a une créature d'eau, en fait, ou qui vient et qui lui, où elle dit non c'est bon, pas à peine de payer, tu nous offres déjà quelque chose, va pour sauver ses sœurs de l'eau. Mais je crois que ça c'est dans le tome 2 j'ai un doute quand même, je sais plus. Et je crois que j'ai plus parlé du surréel en fait. Quand en fait il a commencé ça devient intéressant quand on arrête tout ce côté exposition et qu'on nous met enfin dans la série et il y a enfin un peu plus d'action où du coup elle va voir le surréel, elle arrive à voir le surréel, c'est quelque chose qui est très important, qui est assez impressionnant. Voilà, et que du coup quand il la renvoie, donc c'est quasiment vers le milieu fin, ou quand il la renvoie chez elle, parce que du coup il finit par entre guillemets se sacrifier. Voilà, il y a plein de choses en fait comme ça, où ça donne enfin
un départ un peu plus dans cette histoire. Et puis bon, après voilà, le fait qu'elle se fait capturer, Rysande qui vient, qui fait un peu... qui au début dans le premier tome est un connard, mais on sait pourquoi dans le tome 1 est un connard, on sait pourquoi dans le tome 2, et du coup ça c'est trop attendrissant. Et voilà, où du coup il y a ensuite le combat, on découvre Amarante, même si j'aurais voulu un petit peu plus d'interaction auprès d'Amarante, parce qu'elle reste quand même des mois dans... sous la montagne, je crois que ça s'appelle. Et je trouve que voilà, il y aurait un peu plus d'action, ça aurait pu être sympa. Mais bon, voilà, j'adore la fin, j'ai quand même bien aimé la fin et tout, voilà. Mais c'est un tome qui m'a pas non plus, comme beaucoup, laissé, je trouve, quelque chose de mémorable, comme Le Sang et la Cendre, que je pense que je relirai et j'en ferai aussi une vidéo spéciale. Et voilà. Donc je ne fais pas partie des gens qui ont adoré, parce que, voilà, il m'a quand même laissé un petit peu un goût amer parce que je m'attendais, voilà, même si l'univers était très bien et tout, déjà, bah, on est du point de vue de Fer, on est constamment de son point de vue, et le fait que bah, j'ai du mal à l'apprécier fait que du coup j'ai du mal à être dans le récit. Et je vous avoue que dans le tome 2, ça n'a pas été mieux en fait. Mais en ce qui concerne le tome 1, voilà, j'ai mis un 4, c'est un bon divertissement, mais je l'ai trouvé inférieur à Throne of Glass que j'ai beaucoup plus apprécié. Donc j'ai quand même lu le tome 2 un peu après. Voilà, donc le tome 2, je ne sais plus ce que c'est en français, je sais plus, je crois que c'est une cour de colère et de fumée ou quelque chose comme ça, qui est Court of Mist and Fury. Et en fait, on commence donc directement après les événements du tome 1. Peut-être que c'est connu, je vais dire d'éviter de spoiler, mais bon, ça va être compliqué de toute façon, donc bon, écoutez, je vais le dire. Je vais le dire, donc je vais spoiler dans cette vidéo. Dans la fin du tome 1, en fait, pour diverses raisons, notre fer devient une faille. Voilà. Donc du coup, une bonne partie du tome 2, c'est le fait que bah, donc elle reste auprès de Tamlin. Tous les deux ont été un peu traumatisés par rapport à ce qui s'est passé dessous la montagne. Elle s'est devenue une faillée, elle a des pouvoirs, et il faut qu'elle s'habitue à ça. Donc elle a beaucoup de mal avec son corps de fée et ce genre de choses. Et elle va se marier avec Tamlin, sauf qu'il y a des problèmes. Ben, déjà, Tamlin ne la laisse plus forcément sortir. Elle devient. En fait, déjà que ça va pas avec le traumatisme qu'elle a vécu, le mec l'empêche de sortir. Elle, du coup, qui adorait la peinture, vu que c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant, ne peint même plus. Elle n'arrive plus à peindre, à avoir de la peinture. Et Tamlin veut tellement la protéger, il a un amour trop protecteur, il la surprotège au point en fait de l'enfermer, alors qu'elle, elle a besoin d'espace en fait pour vivre. Et du coup, on va se rendre compte que leur amour n'est pas si idéal que ça, que déjà ils n'arrivent pas à surpasser ce traumatisme, à finalement bien vivre ensemble. Et voilà. Et l'approche du mariage, elle déteste la robe, il y a plein de trucs qui se passent pas, et en fait, finalement, on se rend compte qu'elle ne veut pas se marier. Et comme elle a passé un pacte avec Rissand, et ben le mec il débarque au mariage. Donc déjà, ce mec, je trouve que d'un côté, j'étais en mode, il fait un peu bad boy, je me suis dit, c'est un connard, il arrive quand même, mais tant mieux, il vient la sauver parce qu'il y a quelque chose qui se passe pas, et il faut que notre héroïne reprenne du poil de la bête. Et après, euh, du coup, nous avons un peu cet échange où, du coup, Rysande va toutes les deux. Rysande vient la chercher toutes les 2 semaines à peu près, je crois. Euh, il lui apprend, en fait, justement, à lire parce qu'elle ne sait pas lire. Donc, j'ai trouvé quand même les passages. Enfin, les passages. Après, ça se passe énormément avec Rysande. Et en fait, on a un autre point de vue. Et c'est qui est assez bizarre. En fait, on a un peu une séparation, détonation très particulière entre le tome 1 et le tome 2. Où déjà, le ton, il est moins joyeux, il est un peu plus sombre. Euh, c'est limite un peu mieux, je trouve. Et du coup, va reprendre du poil de la bête. Et on va surtout en apprendre plus auprès de Rysande, qui est un personnage mystérieux du tome 1. Et ce Rysande, c'est pas mon boyfriend préféré, hein, mais je l'aime beaucoup quand même. Et en fait, je trouve que c'est ce tome 2. Il y a vraiment quelque chose de très bizarre entre ce tome 1 et ce tome 2. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un... Comme si elle a voulu faire un test, l'autrice, il y a quelque chose qui fait que c'est sympa, c'est pas mauvais, mais il y a des trucs qui va pas trop. Et ce tome-là, je trouve vraiment qu'il met vachement plus les pieds dans le plat dans l'univers et dans l'intrigue et l'histoire. Parce que là, c'est vraiment le tout début. Le tout début, ici, on a vraiment les conséquences avec Amarante, vraiment.
un petit peu plus d'où elle vient, le problème avec le roi d'Hiberne. On apprend un petit peu plus aussi sur Rhysand de pourquoi c'est un connard, comment et pourquoi il réagit comme ça. Le fait que grâce à Fer quand même, le monde a bien vécu. On a la découverte de Velaris que, en description, franchement, j'ai adoré. J'aimerais bien voir ce que ça donne en anglais. Et franchement, Velaris, je comprends pourquoi les gens sont en mode waouh, c'est trop bien, franchement, Velaris et tout. Je suis en mode ouais, finalement, ça me fait penser vachement à Throne of Glass dans le tome 1 où quand Kiliana retourne, je ne sais plus comment que s'appelle la ville, mais qu'elle arrive et qu'elle voit justement le trône de glace, donc en fait tout ce château fait en glace, en verre en fait, et qui a une bonne description qui est quand même assez mémorable. Et ici on a la même description que je trouve magique et magnifique. Et on apprend, donc voilà, franchement, en fait, ce tome, il y a énormément de choses qui se passent, il y a beaucoup plus d'action, ça va à droite, ça va à gauche. Le fait que on apprend aussi qu'il y a un système d'âme sœur et qu'en fait, Rhysand a senti que Fer était son âme sœur. Voilà, plein de choses comme ça. Et franchement, ce tome 2 je comprends pourquoi c'est le préféré. Bah, en fait, j'ai vraiment l'impression que ce tome 2 met enfin les pieds vraiment dans l'intrigue. Voilà, je l'ai déjà dit, mais il y a vraiment un vrai démarrage de l'univers. Et c'est vrai que même si il y avait des choses, j'étais pas top top, ben, comme j'ai dit, Fer me paraît toujours un peu pas insupportable, mais j'ai toujours un peu de mal avec elle, même si ça peut encore passer. Voilà, ça va un petit peu mieux, on voit vraiment son côté combatif en fait qui est vraiment là. Pour moi, c'est pas une chasseuse, elle a plus un côté combatif. Euh, c'est vachement plus agréable à lire. Franchement, j'ai bien aimé. Euh, voilà, l'intrigue, même si ça part un peu à droite à gauche, ben, ça part pas à droite à gauche pour rien. En fait, à chaque fois, chaque action est très importante pour le plan. Même si je vous avoue qu'à la fin, j'étais en mode pourquoi? Parce que bah, ça se passe super mal. Donc voilà. Ah, ma caméra n'a plus de batterie. Je reviens. Désolée, je pense que j'ai un problème avec la batterie de ma caméra, puisqu'elle n'arrête pas de se décharger alors que c'est chargé. Donc bon. Du coup, je disais que voilà, ce tome 2, je peux comprendre que les gens aiment plus. On découvre du coup beaucoup plus de personnages, beaucoup plus d'endroits. On n'est plus soit dans le château enfermé ou dans la maison que vivait Fer. On a la découverte donc de morts, de Cassian, d'Azriel, je crois que c'est Morgane, non, j'ai déjà dit mort, oh, je sais plus, c'est Amren, je crois. Mais enfin, on a la découverte d'un panel de personnages, le principe aussi avec les Illyrians, je crois que c'est, euh, du fait que c'est quand même un peuple assez régressiste, le fait que les femmes, voilà, on les a coupées pour pas qu'elles se barrent, tout de suite mariées, le fait de la volonté de Rhysand et de Cassian, je crois que aussi d'Azriel, en fait que les femmes soient des combattants, du coup il va y avoir les Valkyries qui vont être créées. Voilà, tout ce genre de choses, en fait, on a vraiment... On est moins clos. Après, je pense que c'est fait exprès, justement. Donc, Tamlin enfermer notre fer et que les gens lui permet de se développer. Et je trouve que voilà, c'est ça qui est vachement bien. Il y a plus d'action. Voilà, on apprécie à aimer, en fait, les petits instants avec ces autres personnages. On a vraiment un côté famille qui se crée. Voilà. Et je trouve ça super bien. On a aussi, du coup, Nesta et Hélène un peu plus développé du coup que dans le tome 1. Et Nesta, c'est un personnage qui est détesté par beaucoup de monde. Et après le tome 4, du coup, apprécié. Franchement, moi, elle m'intrigue. Le problème, c'est que elle a une certaine haine et une certaine rage en elle que je peux comprendre. Du coup, j'ai eu, même si son côté hautain, elle n'a pas un vrai côté hautain, on a l'impression qu'elle est hautain parce qu'elle se protège, elle essaie de se protéger. Et du coup, je n'ai jamais réussi vraiment à la détester parce que moi, je sentais qu'il y avait quelque chose derrière et qu'en fait, elle est comme ça simplement pour se protéger et il y a une carapace derrière. Après, c'est mon avis vu que je n'ai pas encore lu son vrai tome à elle. Du coup, ce qui fait que moi, je la déteste pas. À la limite, celle qui m'insupporte le plus, ce serait éventuellement Hélène, ou voilà, ce serait elle qui m'insupporte le plus pour le moment, trop fragile, trop voilà, et voilà, ça serait un peu elle, à la limite, si vraiment il y a une sœur qui m'insupporte le plus, ça serait elle. Faire, bah, le problème c'est qu'on est tout le temps dans sa tête, donc on finit un peu par l'apprécier malheureusement, même si c'est pas ouf, donc bon voilà. Ce qui fait que pour le moment, même s'il est un peu plus, j'ai quand même gardé un 4 parce que, comme j'ai dit, on reste du côté de Fer. J'ai énormément de mal avec Fer. Voilà, donc du coup, bon. Après, comme j'ai dit, je ne sais pas si ça se transparaît moins en anglais qu'en français. Ce qui n'est pas forcément peut-être le cas, hein. Peut-être que je vais pas du tout aimer faire dans tous les cas. Donc bon, il faudra que je fasse l'effort peut-être éventuellement de relire pour voir.
Donc bon, ce qui fait que pour le moment, à Cotard, voilà, je n'arrive pas à aimer, bah, j'arrive pas à aimer, j'arrive pas à autant aimer, à autant être hypée que les gens. Voilà, je suis plutôt pour le moment pour le sang et la cendre, mais j'ai toujours ma réserve parce que à Cotard, j'ai l'impression que c'est tout un ensemble. Enfin, à Cotard. L'univers de Sarajima, c'est tout un ensemble, et que à Cotard, est-ce que je dois lire tous les autres livres pour mieux l'apprécier? Mais si je prends la série en elle-même, pour le moment, je suis pas fan. Je suis pas fan. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais je me tournerai automatiquement peut-être vers d'autres où j'ai plus apprécié. Voilà. Donc après, ah là, j'ai pas fini de lire c'est la série, donc il y a plein d'actions actuellement qui restent, avec l'intrigue du tome 2 qui est juste folle, la fin qui est en mode relativement folle. Même si le problème c'est que les gens sont tellement hypés, ils en parlent beaucoup, du coup il y a des choses où je suis déjà spoilée à cause de couverture ou autre. Donc du coup, je suis en mode, enfin, c'est pas... Je n'arrive pas peut-être à avoir les sentiments lors d'une première lecture, quoi. Donc bon, et j'ai lu donc du coup ce 2,5 qui est du coup Wing and Amber. Alors, j'ai pas tout compris non plus à 100%, je préfère le préciser, mais en gros, c'est du point de vue de Nesta et de Cassian, donc on a, pour la première fois dans la série, parce que c'est tout le temps du point de vue quand même de Nesta, la plupart de faire la plupart du temps, peut-être Horizon à la fin, mais je suis pas sûre. Mais quoi qu'il en soit, c'est la première fois où on a un changement de point de vue. Et c'est sur Cassian qui, bah, du coup, qui va remettre une lettre à Nesta. Et j'avais vu des commentaires comme quoi, en fait, justement, il y a... Je me souviens plus, ça fait un petit moment et ça m'a pas assez percuté, mais à un moment donné, Cassian est envoyé, et il revient et il parle pas de la rencontre, de comment que ça s'est passé. Et donc c'est ça qui nous en donne plus. Et moi, j'arrive pas à me souvenir de quand et si c'est vraiment il y va. Donc je pense que oui, bien évidemment. Et en gros, notre Cassian donc, va remettre une lettre. Et en fait, Cassian, depuis le début de cette rencontre, bah, il est intéressé par Nesta. Voilà, il adore son. Bah, il, a- il adore le caractère que de Nesta qu'elle a, enfin, ce genre de choses. Voilà. Et cette petite scène, globalement, c'est Cassian est très intéressé par elle. Nesta, on a un petit peu son point de vue, on sent qu'il y a des choses qu'elle a vécues et que ben elle est du coup elle a finalement ce caractère et cette rage due à ce qu'elle a vécu. J'ai pas l'impression que c'est des jolies choses non plus. Je peux pas dire qu'elle s'est fait vie, mais j'ai compris qu'elle a été forcée, donc bon, voilà. Et que euh, et que voilà, elle a l'air quand même d'être intéressée par Cassian. Parce qu'à un moment, on dirait presque qu'ils sont à deux doigts d'avoir un bisou. Sauf qu'au final, bien évidemment, ben, elle finit par littéralement, c'est tout ce que j'ai un peu retenu, mais c'est tout ce qu'il faut en retenir en gros. Elle lui met, euh, Elle lui met un petit coup dans les bijoux de famille. Elle prend la lettre en gros et puis elle se barre et elle lui dit t'as 10 minutes pour dégager sinon j'appelle en gros les gardes ou un truc comme ça, il ne revient plus jamais chez moi tout seul. Du coup ce qui fait qu'en plus il se barre comme un voleur par la fenêtre, ça je l'ai bien retenu. Et du coup, j'ai un peu une autre vision du coup de Cassian et de Nesta. Ben, surtout de Nesta en tout cas. Je ne sais pas si le but est d'avoir une meilleure appréciation d'elle. Mais voilà. Du coup, voilà tout ce que dit ce demi. J'ai traîné pour ça, hein. Je vous jure, j'ai envie de me taper la tête contre un mur. Mais bon, bref. Quoi qu'il en soit, voilà ce que ça donne. Et je vous avoue que je sais pas si c'est parce que c'est Nesta ou parce que c'est en anglais, du coup, j'ai un petit peu moins, j'ai moins une critique comparé à du français. Mais j'ai vachement aimé cette petite scène coupée, en fait. Du coup, ce qui fait que j'ai vachement plus aimé. Donc, c'est ça qui me fait dire, et je pense qu'il y a un problème en français et qu'il y a quelque chose qui a été lissé, et que peut-être qu'en relisant en anglais, j'apprécierais mieux, mais mon anglais n'étant pas parfait, peut-être que finalement, je vais juste faire des raccourcis et apprécier parce que j'essaye de comprendre plus que je comprends tout et je lis normalement. Mais déjà, j'apprécie beaucoup le point de vue de Cassian, j'apprécie beaucoup le point de vue de Nesta, j'aime beaucoup Nesta, Cassian aussi j'aimais déjà de base, donc ces deux personnages, je vais dire que j'aimais déjà depuis le début, mais que Cassian j'ai appris à aimer dans le tome 2 et Cassian du coup plus ici. Et ce qui fait que j'ai de bonnes augures, enfin pour ce tome 4 en fait, qui est consacré sur Nesta et Cassian et qui a l'air très très épais. Qui, non pas a l'air, il est très épais. Très très épais. Donc bon, voilà, du coup, pour le moment, je me répète, c'est pas grave. Voilà, c'est mon avis et je suis pas trop hypée, je ne suis pas non plus
comme beaucoup de fans, malheureusement, où je suis in love de Fer et de Rysande, je ne suis pas non plus in love de la série en entière. Voilà. Franchement, voilà, comme j'ai dit, pour le moment, j'ai ne lu qu'un tome, mais je préfère l'histoire de Throne of Glass, le premier tome, que pour le moment, c'est 2 tomes et demi de la série Akota. Alors, est-ce que je vais peut-être aimer plus par la suite? Peut-être. Parce qu'il y a des séries, je sais pas comment dire ça, mais il y a des séries, elles s'apprécient au fur et à mesure d'une lecture. Peut-être que c'est une série comme ça où les gens ont fini par apprécier, et c'est ce qui s'est passé dans le tome 2. J'ai fini par apprécier un petit peu plus tout le groupe parce qu'on passe du temps avec, il y a des interactions, et on finit par aimer ces interactions, et on finit par aimer voilà, les histoires et chaque personnage. C'est peut-être comme ça en fait que techniquement la série se lit. Ou c'est une série qui se lit, on apprécie au fur et à mesure, comme un gâteau qu'on a. Le dernier gâteau qu'on a et qu'on mange petit à petit, qu'on apprécie chaque bout. C'est pas peut-être une série coup de cœur via l'écriture et l'intrigue, mais c'est une série qui se fait via ses personnages, par les interactions et l'amour qu'on peut en avoir. Donc, voilà. Du coup, voilà, je vais pas de façon à part rabâcher, je peux pas dire plus. Voilà, c'est une série qui ne me fait pas envoler, voilà, comme j'aurais voulu. Elle m'a pas non plus laissé un goût amer ou quoi que ce soit. Je m'attendais, j'ai pas été trop déçue, même si voilà, à cause des spoils, j'étais moins en mode surprise ou quoi que ce soit. Mais bon, j'espère quand même que en relisant la suite, ça ira mieux. Mais voilà, je ne suis pas. Voilà, je préfère dire je suis pour le moment plus une fan de Le Sang et la Cendre que une fan de Akotar. Voilà. Même si j'ai tous les livres, mais bon, c'est des coffrets, il y a tellement de coffrets maintenant, et Le Sang et la Cendre, c'est encore en parution. Donc bon, bref, voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vu que bon, c'est un format un peu particulier et je ne le ferai plus. Vu que maintenant, je préfère vous parler généralement d'un livre à un livre une fois que je l'ai lu pour faire quelque chose de global avec un petit bilan à la fin. Quand c'est possible, bien évidemment. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous en pensez de cette série. Est-ce que du coup c'est moi qui ne sais pas apprécier? Est-ce que tout simplement, voilà, comme j'ai dit, c'est une série qui s'apprécie au fur et à mesure de la lecture, c'est pas forcément lié à des coups de cœur, en mode c'est un bon livre, mais voilà, ça s'apprécie avec le temps. Je veux dire, voilà, comme un vin qui se bonifie. Bref. Donc voilà, dites-moi tout dans les commentaires, n'hésitez pas, voilà. N'hésitez pas à me laisser aussi un pouce bleu, à me suivre sur Instagram, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye.